Au début, il lui avait juré un amour éternel. À chaque échographie manquée, à chaque nuit où elle pleurait seule dans leur petit appartement de Lyon. Il disait que c'était à cause du travail. Mais elle savait. Le silence qu'il laissait derrière lui, criait plus fort que ses excuses. Et quand le bébé est arrivé plus tôt que prévu, elle a laissé quelque chose pour lui. Ce n'était pas un cadeau. C'était une lettre. Et la dernière phrase résonne encore dans sa tête comme une sentence qu'il n'oubliera jamais. Élodie souriait avec les yeux. C'était ce genre d'amour rare, celui qu'on croit sorti d'un film. Marc la regardait comme si le monde entier s'était arrêté quand elle était entrée dans sa vie. Il était doux, prévenant. Toujours avec un plan, toujours avec un « ça va aller », prêt à sortir. Ils s'étaient rencontrés dans un vieux café à Bordeaux. Il pleuvait ce jour-là. Elle n'avait pas de parapluie. Il avait tendu le sien. Le plus joli des clichés. Et, soudainement, ils vivaient ensemble. Ils faisaient des projets sur le canapé du salon. Ils parlaient de voyages, de prénoms, de modèles de berceaux. Ils riaient pour un rien, rataient des plats ensemble, mais chaque jour semblait un cadeau. Quand ils ont appris la grossesse, Marc a pleuré. Il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Élodie l'a cru. Elle a commencé à tout documenter. Le ventre qui s'arrondit, les premières nausées, les prises de sang, la première échographie. Elle parlait à ce bébé, même quand ce n'était qu'un petit point sur l'écran. Mais quelque chose a changé. Lentement. En silence. Marc a commencé à rentrer plus tard. Il disait crouler sous le boulot, des rapports, des deadlines, des réunions. Elle l'a cru. Il avait toujours été travailleur. Mais les dîners sont devenus des restes froids. Les conversations, des monologues. Et les baisers, de simples gestes mécaniques. Élodie n'a pas voulu voir. Elle s'est dit que c'était le stress. Que ça passerait. Qu'à la naissance, il redeviendrait cet homme ému devant le test de grossesse. Mais les jours restaient glacials. Elle tentait de l'inclure. Lui envoyait des vidéos du bébé qui bougeait, achetait des petits vêtements et les montrait, pleine d'enthousiasme. Proposait des prénoms. Il répondait par un « cool », sans même lever les yeux de son téléphone. Ses mains, qui autrefois caressaient son ventre, restaient désormais dans ses poches. À la 12e semaine, Élodie a acheté un livre d'histoire pour enfants. Elle voulait commencer à lire à voix haute avant de dormir. Elle a proposé que Marc participe. Il a dit qu'il était fatigué. Le lendemain, elle a lu toute seule. Les larmes coulant doucement au coin des yeux. C'était comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Froid. Silencieux. Tranchant. Elle continuait pourtant à sourire. Pour sa mère. Pour les amis. Pour Instagram. Elle souriait, en espérant que si elle faisait semblant assez fort, peut-être tout redeviendrait comme avant. Marc, lui, ne faisait même plus semblant. Il passait des heures dehors. Parlait de réunions, mais rentrait avec une odeur de bière, et les yeux rougis. Élodie évitait les confrontations. Elle ne voulait pas de dispute. Le bébé ressent tout, disait-on. Elle voulait la paix. Même une fausse paix. Et ainsi, la grossesse avançait, comme si elle était seule. À la 20e semaine, elle avait préparé une surprise. Elle avait acheté des t-shirts assortis. Papa en formation, maman en mission. Préparé un petit dîner. Allumé quelques guirlandes. Mis une playlist douce. Marc est rentré, et n'a rien remarqué. Il a jeté son sac sur le canapé, ouvert le frigo, pris une bière. Élodie a essayé de sourire. Elle a montré les t-shirts. Espérant peut-être un rire. Un câlin. Un « pardon pour mon absence ».
Mais il a juste dit. Je suis crevée, Lottie. On peut faire ça plus tard? Elle a baissé les yeux. Elle n'a pas insisté. Cette nuit-là, elle a pleuré dans la salle de bain. La porte fermée à clé. L'oreiller dans la bouche pour étouffer les sanglots. Elle essayait encore de justifier. Il a peur. Les hommes ne savent pas comment gérer une grossesse. Ça passera. Mais au fond, quelque chose commençait à hurler en elle. Et le jour où elle avait le plus besoin de lui. Le jour où elle allait entendre clairement les battements de cœur de leur enfant. Le jour où elle l'attendait, tremblante, devant la clinique, avec son ventre déjà rond. Il n'est tout simplement jamais venu. Le siège de la clinique était glacé. Élodie serrait son manteau contre son ventre, tentant de calmer cette déception qui lui tambourinait dans la poitrine. Elle regarda sa montre. Encore une fois. Marc avait promis. Je viens, c'est sûr. Je veux pas rater ça, avait-il dit. Mais il avait raté. Encore. L'infirmière appela son nom. Elle entra seule. Le son du cœur du bébé emplit la salle comme une symphonie. Fort. Régulier. Vivant. Elle sourit. Une larme coula. Mais ce n'était pas de la joie. C'était de la solitude. La gynécologue demanda si le père était en route. Élodie mentit. Elle dit qu'il était coincé dans les bouchons. C'était plus facile que d'avouer qu'il n'avait simplement pas voulu venir. Elle rentra chez elle en silence. Pas de message. Pas d'appel. Elle s'allongea sur le canapé et fixa le plafond. Marc rentra des heures plus tard. Sans se presser. Sans gêne. Alors? C'était magnifique, répondit-elle, la gorge serrée. Il hocha la tête, ouvrit le frigo. Et c'était tout. À partir de ce jour, quelque chose se brisa en elle. Discret. Mais profond. Sa négligence passait inaperçue pour les autres. Mais pour elle, elle hurlait. Élodie continua à tout faire seule. Choisir le berceau, préparer les affaires du bébé, repeindre la chambre avec sa mère. Marc ne participait pas. Il disait être surmené. Mais il trouvait toujours du temps pour sortir avec ses potes, jouer à la console, ou disparaître pendant des heures. Il était devenu un étranger dans sa propre maison. Il passait plus de temps dehors que dedans. Et quand il était là, seul son corps l'était. Son cœur, lui, n'y était plus. Élodie faisait semblant. Par amour. Ou peut-être par peur. Elle prétendait que ça ne faisait pas mal. Faisait comme si c'était normal d'organiser seule une baby shower, de répondre aux messages de félicitations avec des émojis, de cacher qu'elle pleurait chaque nuit. Ses amis voyaient bien son air fatigué. L'absence de Marc sur les photos. Mais personne ne disait rien. Le silence des autres lui faisait presque aussi mal que celui de Marc. Au fond, tout le monde savait. Mais personne ne voulait devenir le miroir de sa vérité. À la 28 semaines, Élodie eut une frayeur. Une douleur soudaine. Le ventre dur comme une pierre. Elle partit à l'hôpital en urgence. C'est sa mère qui l'y conduisit. Marc ne l'apprit que le lendemain. Elle ne l'avait pas appelé. Elle ne voulait pas d'excuses. Pas d'explication. Et lui ne posa aucune question. Le froid entre eux était tel, que le silence semblait plus supportable que la parole. De retour à la maison, elle entra dans la chambre du bébé, et s'effondra. Là, au milieu des peluches et des murs bleus clairs, elle pleura tout ce qu'elle avait gardé. Ce n'était pas que de la tristesse. C'était de l'épuisement. Le poids de porter une vie, une relation, seule. Mais elle continuait à y croire. Parce qu'elle aimait encore. Parce qu'elle voulait encore espérer.
La veille de l'échographie la plus importante, Élodie fit ce qu'elle faisait toujours, tout préparer avec soin. Elle rangea les anciens examens, nota des questions à poser au médecin, colla un post-it sur le miroir. Écho demain 9h. Oublie pas biberon cœur jaune. Il ne répondit pas. Le soir, elle l'attendit tard. Le dîner refroidit. La lumière du salon resta allumée. Son téléphone vibrait, elle regardait. Rien. Il était plus de minuit quand la porte s'ouvrit. Marc entra, pas traînant. Odeur d'alcool. Chemise froissée. T'as vu le mot sur le miroir? Demanda-t-elle, doucement. Il hésita. Ouais. Mais je crois pas que je pourrais venir. J'ai une réunion tôt. Élodie ne répondit pas. Il alla dans la chambre, balança ses chaussures et s'écroula sur le lit. Elle resta dans le salon. Seule. Le ventre qui gonflait, et l'amour qui s'effaçait. Et c'est cette nuit-là, dans la lumière faible de la cuisine, qu'elle décida de regarder ce qu'il cachait tant dans son téléphone. Le portable était déverrouillé sur la table. Le nom qui apparut dans la notification fit s'arrêter son cœur. T'es encore avec la relou de ta femme? Elle relut. 2 fois. 3 fois. Le sol se déroba sous ses pieds. La pièce tournait. Et, tout au fond, quelque chose se confirma. Il n'était pas juste absent. Il mentait. Encore. La baby shower était prévue pour dimanche. Élodie avait passé toute la semaine à organiser chaque détail. Malgré le ventre lourd et le corps épuisé, elle avait tenu à tout faire elle-même. Elle voulait que ce soit spécial, pour le bébé. Pour les souvenirs. Pour ce qu'il restait encore. Elle avait commandé des douceurs. Préparé des petits sachets cadeaux à la main. Insisté pour gonfler les ballons un à un. C'était sa façon à elle de dire « Je suis là ». Et lui aussi. Le samedi soir, elle demanda à Marc s'il pouvait venir tôt le lendemain. L'aider à installer les tables, les chaises. Être présent, simplement. Il dit oui. Avec ce sourire mécanique, celui qu'il utilisait quand il voulait clore une conversation. Elle fit semblant d'y croire. Le matin de la fête, Élodie se leva tôt. Elle enfila la robe bleu ciel qu'elle avait achetée exprès pour l'occasion. Attacha ses cheveux avec soin. Mit un peu de blush pour cacher les cernes. Devant le miroir, elle s'entraîna à sourire. Le même sourire qu'elle avait appris à porter pour cacher le vide. Les premiers invités arrivèrent. Des cousines. Des amis d'enfance. Des collègues du lycée. Toutes s'émerveillaient devant la déco, les petits détails, et sa force. « Tu as tout fait toute seule ?» demandait-elle. Elle souriait et répondait simplement. Avec beaucoup d'amour. Mais en elle, la réponse était autre. Parce que je n'avais pas le choix. Les minutes passaient. Et Marc, toujours absent. Elle faisait semblant. Disait qu'il était retenu par un imprévu. Mais au fond, la gorge était serrée par un nœud qu'elle ne pouvait plus avaler. Ce n'est qu'après plus d'1 heure qu'il arriva. Les cheveux en bataille. Lunettes de soleil. Un bâillement aux lèvres. Élodie fit comme si de rien n'était. Il lui donna un baiser sur la joue et dit « Désolé, j'étais pris dans un truc. » Il ne demanda pas si elle avait besoin d'aide. Ne fit pas un seul compliment sur la fête. N'adressa quasiment la parole à personne. Il resta dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone, répondant à des messages ou fixant le vide. Élodie tenta de se concentrer sur les invités. Les sourires. Les jeux. Mais son cœur était silencieux. Et c'est au beau milieu d'une animation, alors que ses amis étaient rassemblés autour d'elle, que le destin frappa. Clara, une amie proche,
remarqua quelque chose d'étrange. Marc avait laissé son téléphone déverrouillé sur la table. L'écran s'alluma avec une nouvelle notification. Elle ne voulait pas fouiller, mais elle vit. Et se figea. C'était un message d'une femme. Le même prénom qu'Élodie avait vu quelques jours plus tôt. Tu vas encore faire semblant d'aimer ta petite famille de pacotille ou tu rentres tard ce soir? Clara devint pâle. Elle regarda Élodie, qui souriait, insouciante, s'efforçant de maintenir l'ambiance. Elle hésita, mais décida de lui montrer. Elle l'appela à l'écart. Doucement, avec délicatesse, lui montra le message. Élodie ne réagit pas tout de suite. Elle resta muette. Prit le téléphone. Lut. Relut. Ses mains devinrent glacées. Le monde devint flou. La décoration, les sucreries, les rires, tout se transforma en écho lointain. Elle ne pleura pas. Ne cria pas. Ne fit aucun scandale. Elle respira profondément. Puis retourna à la fête, la tête haute. Distribua les petits cadeaux. Posa pour les photos. Remercia chaque personne présente. Et, en elle, un nouveau morceau venait de mourir. Le soir, de retour à l'appartement, les ballons à moitié dégonflés et les pieds en feu, elle entra dans la chambre du bébé. Ferma la porte. S'assit dans le fauteuil d'allaitement et fixa le berceau. Si beau. Si vide. Là, dans le silence de la nuit, elle ouvrit enfin la boîte qu'elle évitait depuis des semaines. Celle où elle gardait ses doutes, ses soupçons, et les preuves. Tout y était. Des messages anciens. Des appels masqués. Des photos à des lieux inattendus. Marc n'était pas seulement absent. Il était avec une autre. Et depuis longtemps. Son estomac se noua. Elle posa ses mains sur son ventre, comme pour demander pardon au bébé. Pardonne-moi de ne pas l'avoir vu avant. Dans le salon, Marc dormait sur le canapé. Le téléphone, encore une fois, déverrouillé. Élodie le regarda quelques secondes. Ce visage qui, autrefois, avait été l'amour de sa vie, n'était plus qu'un inconnu. Sans faire de bruit, elle retourna dans la chambre. Sortit une petite valise. Y glissa quelques vêtements, des papiers, et un petit ours en peluche. Elle écrivit un mot bref. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui. Tu as commencé à me perdre il y a des mois. J'avais juste besoin de voir, pour accepter. Et c'est cette même nuit, après une belle fête, remplie de sourires forcés, que Élodie trouva la confirmation qui fit tout s'effondrer. Il était 3h12 du matin. Élodie n'arrivait pas à dormir. La valise était prête. Les clés de la voiture dans le sac. Sa main reposait sur son ventre, qui montait et descendait au rythme d'une respiration agitée. Elle ne savait pas comment le dire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Marc dormait toujours, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas tout brisé. Élodie entra dans le salon. La lumière tamisée de la cuisine dessinait des ombres sur les meubles. Elle s'arrêta devant lui. Observa ce visage paisible, et ressentit un mélange de douleur et de colère. « Marc, dit-elle, d'une voix ferme. » Il bougea. Ouvrit lentement les yeux, encore dans le flou du sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tendit simplement son téléphone. L'écran affichait les messages. Ces mots qui n'avaient pas besoin d'explication. Marc se redressa sur le canapé, se frotta les yeux. Regarda ce qu'elle lui montrait. Et resta silencieux. Un silence, assourdissant. « Tu vas nier ?» demanda-t-elle, la voix brisée mais droite. Marc secoua la tête, incapable de la regarder dans les yeux.
Les choses ont changé, murmura-t-il. Un coup en plein cœur. Changé? Tu as changé. Depuis que tu es enceinte, tout tourne autour du bébé, du bébé. Comme si je n'existais plus. Élodie recula d'un pas. J'ai changé? Tu es devenue obsédée. J'avais l'impression de ne plus faire partie de ta vie. Elle inspira profondément. Essayait de ne pas exploser. Mais son cœur se brisait en miettes. Et donc, tu m'as trompée? Je voulais pas que ça se passe comme ça. Mais je me sentais seule. Écrasée. Elle ferma les yeux. Elle aurait voulu hurler, tout casser. Mais non. La colère était plus petite que la déception. Seule? Pendant que je vomissais la nuit? Pendant que je peignais la chambre avec le dos en feu? Seule, pendant que je lisais des livres sur la maternité, espérant que tu viennes t'asseoir à côté de moi? Marc déglutit difficilement. Elle continua. J'avais peur, moi aussi. J'étais fatiguée, moi aussi. Mais je suis restée. J'ai tenu. Tu comprends pas, tenta-t-il. Si. Je comprends. Je n'accepte plus, c'est tout. Le silence revint. Plus lourd. Plus cruel encore. Elle alla jusqu'à la porte. Saisit la valise. Son sac. Je vais chez ma mère. Marc se leva d'un bond, comme réveillé pour de bon. Attends. Tu vas me quitter? Elle se retourna. Je te quitte pas aujourd'hui, Marc. Je te quitte depuis des mois. Je fais juste ce que j'aurais dû faire plus tôt. Il voulut s'approcher. Elle recula d'un pas. Me touche pas. S'il te plaît. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame. Marc resta figé. Sans mots. Elle ouvrit la porte. L'air froid de la nuit entra comme une promesse. Et si tu veux savoir, ce n'est pas la trahison qui nous a détruits. Il la regarda, perdu. C'est ton silence. Ton absence. Ta lâcheté. Et elle sortit. La porte se referma lentement. Comme un point final. Sur le trottoir, Élodie inspira profondément. Le ciel était encore noir, mais quelque part, la nuit semblait toucher à sa fin. Dans sa valise, il y avait plus que des vêtements. Il y avait des souvenirs. Des blessures. Et une force nouvelle. La maison de sa mère n'était pas loin. En conduisant, le bébé bougea. Comme pour lui murmurer. Ça va aller. Elle sourit. Pour la première fois depuis des jours. Et pensa. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. J'ai juste besoin de me rappeler que j'ai les miennes. Dans le salon, Marc était resté debout. La lumière du matin perçait à peine les rideaux. Le berceau dans un coin de la pièce semblait se moquer du vide. Il regardait autour de lui. Tout était là. À la même place. Mais quelque chose s'était envolé. Et c'est dans ce silence épais, étouffant, que le destin a commencé à parler. Marc resta immobile dans le salon. La trace laissée par la valise d'Élodie était encore visible sur le tapis. L'absence emplissait chaque recoin de l'appartement. Le premier matin sans elle, il se convainquit que ce n'était que temporaire. Elle a juste besoin de souffler. Elle reviendra. Elle revient toujours. Mais les jours passèrent. Et elle ne revint pas. Pas d'appel. Pas de message. La seule nouvelle qu'il reçut vint de sa belle-mère. Elle va bien. Mais elle ne veut pas te voir. Marc tenta de maintenir une routine. Il allait au travail. Sortait avec des amis. Évitait de rentrer trop tôt. Le silence de l'appartement le dérangeait plus qu'il n'osait l'admettre.
Sur la table à manger, les couverts qu'elle avait choisis n'avaient pas bougé. Dans la salle de bain, son flacon de crème, entamé à moitié, restait à sa place. Et la chambre du bébé, intacte. Marc n'y entrait pas. Il n'en avait pas la force. Il se répétait que c'était juste une mauvaise passe. Que tous les couples traversent ça. Que Élodie exagérait. Mais petit à petit, ses certitudes se fissuraient. Les nuits devenaient longues. Le matelas semblait trop grand. L'oreiller trop dur. Le téléphone vibrait de moins en moins. Les amis disparaissaient quand les bières se vidaient. Et les souvenirs d'elle refusaient de s'effacer. Il commença à regarder de vieilles photos. Élodie, souriante, dans une robe à fleurs. Élodie, endormie sur le canapé, un livre de maternité posé sur le ventre. Élodie, les yeux brillants, tenant le test de grossesse. On va être une famille. Ces images revenaient comme des vagues. Et avec elles, la culpabilité. Il essayait de faire comme si tout allait bien. Mais non. Les journées devenaient lourdes. Les matins, plus lents. L'appétit, disparut. Puis les symptômes commencèrent. D'abord des maux de tête. Puis une pression dans la poitrine. Un souffle court. Une chaleur brutale, même avec les fenêtres ouvertes. Marc pensa que c'était du stress. Ou un simple virus. Mais les malaises s'aggravaient la nuit. Une nuit, il se réveilla en sursaut. Le souffle court. Le cœur battant. En sueur. Il tituba jusqu'à la cuisine, but un verre d'eau. S'écroula au sol. La respiration ne revenait pas. Un poids dans la poitrine, comme si quelque chose l'écrasait de l'intérieur. Il regarda son téléphone. Hésita à appeler quelqu'un. Mais qui? Élodie? Elle ne répondrait pas. Sa mère? Partie en voyage. Un ami? Aucun n'était vraiment proche. Alors, là, sur le carrelage froid de la cuisine, les bras croisés sur le torse, Marc réalisa une chose qu'il avait toujours repoussée. Il était seul. Pas parce que la vie l'avait abandonné. Mais parce qu'il avait lui-même éloigné tout ce qui comptait. Et maintenant, le vide était tout ce qui lui restait. Il finit par s'endormir, recroquevillé sur le canapé. Il rêva d'Élodie. Elle souriait, puis lui tournait le dos. Il rêva du bébé, qui pleurait, et qu'il n'arrivait pas à atteindre. À son réveil, ses yeux étaient humides. Et sa poitrine, toujours aussi serrée. Il consulta un médecin. Analyse. Ordonnance. Repos forcé. Tension haute. Stress intense. Mais rien de tout cela ne le surprit. Car ce qui faisait mal, ce n'était pas le corps. C'était l'âme. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. Il reconnut le numéro, mais hésita. Il décrocha, la voix basse. Allô? Une voix ferme, sans émotion. Marc. C'est la mère d'Élodie. Son cœur s'emballa. Il s'est passé quelque chose? Silence. Elle est entrée en travail. Accouchement prématuré. Marc resta sans voix. Quoi? Déjà? La poche s'est rompue ce matin. On est à la maternité. Il sentit le sang quitter son visage. Dites-moi où c'est. J'arrive. Silence. Long. Elle ne veut pas te voir. Il porta la main à sa poitrine. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je dois y aller. N'y va pas pour toi. Va pour ta fille. La voix se fit plus douce. Mais prépare-toi. Élodie n'est plus la même. La ligne coupa. Marc resta là, téléphone en main. Le monde tournait autour de lui. Il savait.
C'était la ligne de séparation. L'avant et l'après. Il regarda le berceau dans la chambre. Pour la première fois, il y entra. Passa la main sur les draps. Respira lentement. Puis sortit. Sur la route vers l'hôpital, tout lui paraissait au ralenti. Voiture. Lumière. Gens. Mais en lui, tout allait trop vite. Peur. Regret. Flash confus. Et quand il poussa la porte de la maternité. Essoufflé. Les yeux brillants. Il vit ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Le couloir de l'hôpital était glacial. Marc marchait vite, presque en trébuchant. Sa tête bourdonnait. Son cœur battait à tout rompre. À l'accueil, il demanda après Élodie. L'agent lui demanda une pièce d'identité. Il la tendit avec des mains tremblantes. Salle d'accouchement numéro 2. Mais, la famille a demandé de la discrétion. Il acquiesça, sans vraiment savoir quoi faire. Il s'arrêta devant la porte. Reposa son front contre le mur. Respira profondément. Et attendit. De l'autre côté, des cris étouffés. Des bips. Des voix pressées. Et, au milieu de tout cela, le cri fragile d'un bébé. Marc s'effondra sur une chaise. Les mains couvrant son visage. Sa respiration était courte, hachée. Quelques minutes plus tard, une infirmière s'approcha. « Vous êtes le père ?» Il se redressa lentement. Hochement de tête. Les yeux embués. Elle tenait une enveloppe. « Élodie m'a demandé de vous remettre ça, si jamais vous veniez. » Marc la prit avec précaution. Ses doigts tremblaient. L'infirmière hésita. Elle va bien. Mais, elle souhaite garder ses distances. Nouveau signe de tête. Elle s'éloigna. Le laissant seul. L'enveloppe était simple. Blanche. Pas de nom. Juste fermée avec un morceau de ruban adhésif. Marc inspira, et l'ouvrit. L'écriture d'Élodie remplissait la page. Marc, si tu lis cette lettre, c'est que tu es venu. Je ne sais pas si c'est par remords, par peur, ou simplement par habitude. Mais tu es là. J'ai demandé qu'on ne te laisse pas entrer. Pas par vengeance, mais par protection. Pour moi. Et pour notre fille. Elle est arrivée trop tôt. Comme tout dans notre histoire. Et au milieu de la douleur, des contractions et de la panique, j'ai pensé à toi. J'ai pensé au jour où tu as pleuré en voyant le test positif. À quand tu m'as dit que tu serais là, à chaque étape. Et à quand tu as cessé de rentrer. À quand tu as cessé de me voir. À quand tu m'as remplacé par des messages secrets. J'ai eu mal, Marc. Tellement mal. Mais jamais dans mon corps. La douleur venait d'un amour qu'on devait porter à deux, que j'ai porté seul. La douleur de regarder l'avenir, sans Y voir. Et malgré tout, je ne veux pas que tu disparaisses. Notre fille va grandir. Elle posera des questions. Et si tu veux faire partie des réponses, il va falloir changer. Car l'homme que tu as été, elle ne peut pas le connaître. Tu peux la voir. Mais elle ne te reconnaîtra que si tu deviens quelqu'un de meilleur. C'est ma seule condition. Élodie. Marc s'arrêta de lire. Les yeux embués. La feuille froissée entre ses doigts. Chaque phrase semblait peser une tonne. Un coup de poing. Un miroir. Il n'avait jamais pleuré ainsi. Pas même à l'enterrement de son père. Ni quand il avait perdu son job, des années plus tôt. Mais là, sur ce banc d'hôpital, il s'effondra. Pour de bon. L'infirmière revint. D'une voix douce. La petite va bien. Elle est née prématurée,
Mais elle est forte. Comme sa mère. Marc tenta un sourire. En vain. Je peux la voir? Oui. À travers la vitre. Il suivit l'infirmière. Le couloir semblait interminable. Les murs, de plus en plus blancs. De plus en plus vides. Quand ils arrivèrent, son cœur se serra. De l'autre côté de la vitre, Élodie tenait la petite dans ses bras. Son visage fatigué. Ses cheveux en bataille. Mais une pelle enveloppait. Et dans ses bras, la vie qu'il avait failli perdre. Le bébé était minuscule. Enveloppé de couverture. Un petit tuyau attaché au bras. Les yeux fermés. Marc posa une main contre la vitre. Et murmura. Salut, ma fille. Sa voix se brisa. Élodie ne le regarda pas. Mais peu importait. À cet instant, tout changea. Et la dernière phrase de la lettre lui transperça le cœur comme une lame. Marc ne dormit pas cette nuit-là. Il rentra chez lui lentement, comme si chaque pas était un fardeau. Le silence du salon l'accueillit comme un rappel vivant. Le berceau était toujours là. Le mobile tournait doucement, poussé par un souffle qui n'existait pas. Il s'assit par terre. Le dos contre le mur. La lettre encore entre les mains. Il la relut. 3 fois. Chaque ligne lui semblait plus lourde. Plus tranchante. Plus vraie. Il comprit, pour la première fois, qu'il ne pouvait pas tout réparer avec des fleurs, de belles paroles ou des excuses. L'amour n'était plus garanti. Élodie était partie. Elle avait souffert. Et désormais, elle avait décidé. Et lui, devait mériter ce qu'il avait perdu. Le lendemain matin, il retourna à l'hôpital. Il ne chercha pas à forcer l'entrée. Il n'insista pas. Il demanda simplement à l'accueil s'il pouvait laisser une lettre. Une réponse. Il l'écrivit là, sur place, la main tremblante. Élodie. J'ai lu. J'ai lu chaque mot. Et je me suis reconnue. Nue. Lâche. Loin de toi. Tu as raison. J'ai échoué. Avec toi. Avec notre fille. Avec moi-même. J'ai promis l'amour. J'ai donné de l'indifférence. J'ai promis d'être là. J'ai disparu. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais s'il existe un chemin pour recommencer, pas comme couple, mais comme père, je veux le suivre. Merci de ne pas avoir fermé la porte à jamais. Merci de permettre qu'à défaut d'entrée, je puisse encore vous regarder. Je vais changer. Pas pour te reconquérir. Mais parce que je refuse d'être ce souvenir. Avec un vrai regret. Marc. Il remit la lettre à la réceptionniste, lui demandant de la transmettre quand ce serait possible. Puis, il s'en alla. À l'hôpital, Élodie était assise sur le fauteuil de la chambre. Le bébé dormait dans une couveuse à ses côtés. Le son des machines était doux. Les écrans clignotaient calmement. L'infirmière entra et lui tendit une enveloppe. Il est revenu, dit-elle simplement, avant de ressortir. Élodie ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle regarda sa fille. Si petite. Si fragile. Et pourtant, si forte. Comme elle. La lettre resta posée sur la table, intacte, pendant des heures. Ce n'est qu'en soirée qu'elle la lut enfin. Et elle pleura. Pas de tristesse. Pas d'espoir. Elle pleura parce que, pour la première fois, il ne demandait pas de retour. Il reconnaissait. 3 jours plus tard, Marc revint à l'hôpital. Il se rendit directement dans la salle d'observation. Il demanda à voir sa fille. Et là, elle était. Grandissant lentement, comme une fleur dans une terre meurtrie. Élodie était à ses côtés.
assise, fatiguée, mais paisible. Cette fois, elle le regarda. Quelques secondes. Silence. Pas de colère. Pas de reproche. Juste, une histoire. Elle hocha la tête. Un simple geste. Mais il disait, tu peux rester. Marc s'approcha de la vitre. Il regarda sa fille. Les yeux humides. Comment elle s'appelle ? Demanda-t-il. Élodie répondit d'une voix douce. Isaline. Il sourit. Les larmes coulant. Le plus beau prénom du monde. Élodie ne sourit pas. Mais elle ne détourna pas le regard non plus. Petit à petit, le silence entre eux fut remplacé par autre chose. Ce n'était pas le pardon. C'était de l'espace. Et dans cet espace, une autre histoire pouvait commencer. Pas avec des promesses. Avec des gestes. Ce soir-là, de retour chez lui, Marc s'installa devant un carnet. Et il commença à écrire. Pas des lettres pour Élodie. Des lettres pour Isaline. Ma fille, aujourd'hui je t'ai vue pour la 2e fois. Et je t'ai promis, en silence, que jamais tu ne grandiras avec le doute que j'ai laissé dans le cœur de ta mère. Ma fille, aujourd'hui j'ai acheté un livre sur la parentalité. J'ai compris que l'amour est un verbe. Et que la présence, c'est la seule preuve qui compte. Ma fille, je ne sais pas si je ferai tout bien. Mais je sais que je ne disparaîtrai plus jamais. Il savait que ce serait le plus grand combat de sa vie. Et le seul qui valait vraiment la peine. Parce que la dernière phrase de la lettre d'Élodie résonnait encore. Tu peux connaître notre fille. Mais elle ne te reconnaîtra que si tu deviens quelqu'un de meilleur. Et, pour la première fois, Marc voulait en être digne. La semaine suivante, Marc retourna à l'hôpital tous les jours. Il ne demandait rien. N'exigeait rien. Il venait. S'asseyait sur le banc face à la vitre, et restait là. Des heures durant. Il observait Isaline dormir, respirer, grandir. Il emportait un carnet. Écrivait des lettres. Prenait des notes. Faisait des recherches sur les nouveau-nés, le lien père-enfant, la parentalité consciente. Parfois, Élodie passait dans le couloir. Elle marchait mieux. Avait repris ses robes légères. Son visage, encore fatigué, portait une dignité nouvelle. Au début, elle se contentait d'un signe de tête. Puis d'un « bonjour ». Jusqu'à ce qu'un samedi, l'inévitable se produise. Elle s'approcha du banc où Marc était assis, et dit « Tu veux entrer ?» Il mit du temps à comprendre. Pour voir Isaline, de près ajouta-t-elle, d'un ton neutre. Il acquiesça. Il entra lentement. Se lava les mains. Mit la blouse. Ses jambes tremblaient. Élodie le guida jusqu'à la couveuse. Le bébé dormait, les bras repliés contre elle. Tu peux la toucher. Doucement. Marc tendit le doigt. La petite main d'Isaline, minuscule, s'y accrocha avec force. Il en perdit le souffle. Un sanglot refoulé monta à la surface. Mais il le contint. Il ne voulait pas effrayer. Ni brusquer. Juste ressentir. Elle a ta bouche, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Élodie ne répondit pas. Mais elle ne partit pas. Ils restèrent là. Tous les trois. En silence. C'était la première fois qu'ils semblaient une famille. Le jour de la sortie, Élodie annonça qu'elle partirait avec sa mère. Marc demanda, avec douceur. « Je peux vous accompagner jusqu'à la voiture ?» Elle hésita. Puis accepta. Sur le parking, il porta le sac avec les affaires du bébé. La petite dormait dans les bras de sa grand-mère. Avant d'entrer dans la voiture, Élodie se retourna. «
Je ne te fais pas encore confiance, dit-elle, sans détour. Marc hocha la tête. Moi non plus, je ne fais plus confiance à celui que j'ai été. Elle inspira profondément. Mais je vois qu'il y a un début de changement. Il sourit. Triste. Honnête. Il y a encore beaucoup à faire. Mais j'ai commencé. Elle le fixa. Tu peux venir voir Isaline. Sur rendez-vous. Avec respect. Sans promesse. Il acquiesça. Merci. Ne me remercie pas, remercie-la. Marc baissa les yeux. Et, pour la première fois, sans masque, sans fierté, il pleura. Là, sur le parking. Devant Élodie. Devant sa fille. Un pleur discret. Vrai. Elle ne le prit pas dans ses bras. Mais elle ne tourna pas non plus les talons. Elle monta dans la voiture. Et avant de fermer la portière, elle dit. Tu n'as pas tout perdu, Marc. Mais tu as perdu quelque chose d'essentiel. Quoi? Elle répondit sans hésiter. Mon admiration. Et elle partit. Ce soir-là, Marc écrivit une nouvelle lettre. Ma fille. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que de perdre quelque chose d'irréversible. Ce n'est pas l'amour. C'est le respect. Et je viens seulement de réaliser sa valeur. Un jour, peut-être, ta mère sourira à nouveau en me regardant. Mais si ce jour n'arrive pas, ce sera quand même bien. Car aujourd'hui, j'ai choisi de devenir un homme meilleur. Pas pour elle. Pas pour moi. Pour toi. Dans les mois qui suivirent, Marc tint parole. Il venait aux heures convenues. Apportait des couches, des livres d'histoire, de la patience. Il ne demandait pas à porter Isaline. Il attendait qu'Élodie le lui propose. Il ne parlait pas de « nous ». Il parlait d'apprendre. Élodie observait. En silence. Sans précipitation. Sans garantie. Mais en elle, quelque chose changeait aussi. Ce n'était pas de l'amour. C'était du respect. Pour le combat qu'il avait choisi de mener. Et dans cet instant-là, celui où elle vit sa fille sourire dans les bras de son père pour la première fois. Élodie comprit quelque chose de profond. Marc avait perdu beaucoup. Mais il avait aussi choisi de grandir. Marc ne demanda plus rien. Il n'insista pas pour avoir des réponses, ni pour se rapprocher d'Élodie. Il fit simplement acte de présence. Une présence sans exigence. La première semaine, il apporta des couches. La deuxième, un livre pour enfants, qu'il lut doucement de l'autre côté de la porte, pendant qu'Élodie berçait Isaline dans ses bras. La troisième, une couverture brodée du prénom de leur fille. Il faisait encore des erreurs. Parlait parfois trop. Arrivait avec les traits tirés ou la chemise froissée. Mais, contrairement à avant, il écoutait. Il apprit à devenir père lentement. Avec des gestes hésitants, mais sincères. Il s'inscrivit à un atelier gratuit de parentalité bienveillante. Regardait des vidéos. Lisait sur l'attachement, le développement émotionnel, les soins du nourrisson. Pas pour impressionner Élodie. Mais pour être digne du seul titre qui comptait, papa. Élodie observait. Au début, avec méfiance. Puis, avec curiosité. Mais jamais avec empressement. Elle posait des limites. Établissait des règles. Gardait ses distances. Elle savait, l'amour peut parfois renaître. Mais le respect, une fois brisé, prend du temps ou ne revient jamais. Marc acceptait. Il respectait chaque ligne invisible qu'elle traçait entre eux. Il ne tenta jamais de l'embrasser. Ne demanda jamais « Tu m'aimes encore ?» Il savait que certaines questions ne méritent pas d'être posées, mais doivent recevoir une réponse par les actes.
Dans les mois qui suivirent, il fit partie du quotidien d'Isaline. L'accompagnait aux rendez-vous médicaux. Aidait à la baigner le week-end. Apprit à reconnaître ses pleurs, ceux de faim, de fatigue, de caprice. Il filmait de petits moments, laissait des mots, remplissait un journal. Les choses que ta mère n'a jamais su que j'ai vues. Aujourd'hui, tu as souri au bruit du vent. Aujourd'hui, tes yeux ont brillé en regardant le visage de ta maman. Aujourd'hui, j'ai pleuré en réalisant que mon cœur avait changé, parce que tu y vis. Et peu à peu, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. Ce qu'est le vrai amour. Et ce qu'est la vraie culpabilité. Car Marc n'espérait plus reconquérir Élodie. Mais il portait la responsabilité de réparer ce qu'il avait brisé. Même si elle ne recollait jamais les morceaux. Un jour, en pleine séance de change, Élodie l'observa sans dire un mot. Il fredonnait doucement à Isaline tout en nettoyant avec une tendresse nouvelle. Il y avait, dans ses gestes, une attention qu'il n'avait jamais eue, même pour elle. Elle ravala sa salive. Et pensa. Cet homme n'est plus le même. Mais cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Et elle ne voulait pas retourner en arrière. Quand il s'aperçut qu'elle le regardait, il lui sourit. Mais ne dit rien. Il respecta son silence. Et elle, son effort. Au moment de partir, il prit son sac et dit simplement. À demain. À demain, répondit Élodie, avec un léger signe de tête. Et, dans ce bref échange, quelque chose devint clair pour eux deux. Il était en train de recommencer. Mais il n'avait pas encore été pardonné. Et peut-être ne le serait jamais. Parce que certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Et peut-être que elles ne doivent pas. Le temps a passé. Des années. Isaline a grandi entre éclats de rire et zones d'ombre. Élodie est restée solide, élevant sa fille avec amour, équilibre et présence. Marc, de son côté, a construit une nouvelle version de lui-même. Pas parfaite, mais honnête. Il n'a jamais reconquis Élodie. Il n'a même jamais essayé. Son amour pour elle est devenu silencieux. Reconnaissant. Sans attente. Le lien entre eux s'est transformé en respect. Un genre rare de paix. Ils coexistaient lors des anniversaires, des réunions d'école, des spectacles de danse. Ils partageaient les trajets, les sourires, les souvenirs. Mais plus jamais, le même toit. Marc n'a jamais demandé une seconde chance. Parce qu'il avait appris, dans la douleur, que le temps a ses propres volontés. Un samedi ordinaire, en rangeant le grenier de l'ancienne maison, celle-là même où il avait un jour détruit une famille, Marc trouva une boîte. À l'intérieur, des souvenirs presque effacés, des échographies, un petit chausson blanc, un papier griffonné. Prénom pour une fille. Et tout au fond, une lettre. Pliée avec soin. Avec cette écriture qu'il n'avait jamais oubliée. C'était Élodie. Sans date. Sans destinataire. Juste, des mots posés. Il s'assit par terre. Les yeux embués avant même d'ouvrir. L'encre était nette. Le ton, sincère. Comme elle l'avait toujours été. Si un jour tu trouves cette lettre, c'est que tu as fouillé dans les souvenirs. Et si tu lis jusqu'ici, c'est que tu tiens encore un peu. J'ai voulu écrire ça quand Isaline est née, mais je n'y arrivais pas. Il y avait trop de douleur. Mais aussi de l'amour. De l'amour pour ce qu'on a vécu. De l'amour pour ce qu'on a détruit. De l'amour pour ce qui a malgré tout, réussi à naître des ruines. Tu m'as blessé, Marc. D'une façon que je ne croyais pas possible. Mais toi aussi, tu t'es reconstruit. Petit à petit. Avec courage. Je l'ai vu. Et parfois, ça m'a ému plus que je ne voulais l'admettre. Parce qu'au fond,
malgré les rancunes. J'espérais que tu changes. Pas pour moi, mais pour elle. Parce que chaque enfant mérite un père qui apprend. Un père qui choisit d'être là. Un père qui tombe et se relève différent. Et tu l'as fait. Je ne sais pas si cette lettre changera quoi que ce soit. Elle n'était peut-être même pas destinée à être lue. Mais je l'ai écrite pour te dire: tu as encore du temps. Mais le temps, lui, ne revient pas. Marc ferma les yeux. La lettre tremblait dans ses mains. Dehors, le ciel s'assombrissait doucement. Une fin d'après-midi paisible. Comme celle qu'il n'avait jamais su apprécier, et qu'il apprenait enfin à savourer. Il se leva lentement, tenant la feuille comme un trésor fragile. Avança jusqu'à la chambre d'Isaline. Elle dormait, le visage détendu, un ourson contre elle. Il s'approcha, s'assit près du lit, et murmura: merci, de m'avoir obligé à recommencer. La lumière douce de la lampe caressait le visage de sa fille. Et dans ce silence, entre soupir et souvenir, il comprit. Ce n'était pas une question d'effacer le passé, mais de devenir meilleur, malgré lui. Et d'avancer. Même si le pardon ne venait jamais. Même si l'amour ne revenait pas. Parce que le temps ne revient pas. Mais lui, maintenant. Il avait encore du temps.